Je vais tout de suite appeler pour la première table ronde Madame Maïté Gabé, chef du contrôle fiscal à la Direction générale des finances publiques. Donc Jean-Pierre Casimir, monsieur le professeur, voilà. Marc Lamordegueil, si tu veux bien. Voilà, donc ça c'est la première table ronde qui ne va pas être si ronde que ça en réalité, je vais mettre plutôt là moi, parce que en fait ces personnalités vont plutôt parler au pupitre. Et pour commencer, donc Jean-Pierre Casimir, professeur émérite de l'Université de Bourgogne et bien connu de la profession. Monsieur le Président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, chers amis, inutile de vous dire le plaisir que j'ai à me retrouver parmi vous aujourd'hui, malgré la tristesse du sujet. Bon, sujet qui porte en ce qui me concerne, vous le savez, sur les mutations du contrôle fiscal liées à l'informatique. Vaste sujet. Alors, cela est devenu bien sûr une évidence. Le développement de l'informatique est en train de bouleverser le contrôle fiscal. Bouleverser est d'ailleurs un mot un peu faible, car plutôt qu'un bouleversement, on peut parler d'une véritable révolution dont on ne fait qu'entrevoir aujourd'hui le début des conséquences. Preuve en est d'ailleurs de l'organisation de ce colloque. Alors, cette révolution touche d'abord, il convient de ne pas l'oublier, la Direction générale des finances publiques. Même si ce n'est pas vraiment le thème de cette journée, il n'est pas inutile de souligner l'augmentation considérable des capacités de stockage et d'analyse des informations acquises par les services fiscaux grâce à l'informatique. Alors, il est loin le temps des bulletins de recoupement édités sur du papier et les échanges épistolaires entre les services. Les gros ordinateurs de la Direction générale des finances publiques dévorent et digèrent de plus en plus de renseignements qui lui sont fournis de manière plus ou moins spontanée par une multitude d'honorables correspondants, qu'il s'agisse d'administrations publiques, d'entreprises ou de leurs conseils. Tant et si bien qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que l'administration en sait plus que bien des contribuables sur leur propre situation fiscale. Et il suffit de songer aux déclarations de revenus pré-remplies qui constituent pour de nombreux particuliers non plus un moyen d'informer l'administration, mais de prendre connaissance de ce qu'elle sait déjà. Bon, mais bien entendu, cette considérable augmentation des capacités de stockage et d'analyse dont bénéficie l'administration a été tout naturellement, si je puis dire, mise au service du contrôle fiscal. Aujourd'hui, le vérificateur ne perd plus son temps à effectuer des recherches fastidieuses dans des dossiers poussiéreux. Il lui suffit d'allumer son ordinateur pour prendre connaissance des informations dont l'administration dispose sur un contribuable. On notera à cet égard la place de plus en plus importante réservée au profiling. Ainsi, un arrêté du 28 août 2017 porte création par la Direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude fiscale appelé ciblage de la fraude et valorisation des requêtes. Ce traitement, qui avait été mis en place et mis en œuvre en 2014 pour lutter contre la fraude des professionnels, eh bien, il est pérennisé et introduit à titre expérimental pour les particuliers pour 2 ans. Alors on remarque notamment que l'algorithme créé traitera entre autres données de celles issues d'autres administrations nationales et étrangères et en provenance des organismes sociaux. Sont également concernées les données provenant de bases privées telles que les états financiers standardisés, les indicateurs financiers et les données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises. Et bien sûr, les informations traitées sont issues par ailleurs des applications traditionnelles de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques, telles que FICOBA, ADELI, MEDOC, BNDT, TSE, FICOVI, j'en ai sûrement oublié, ce sont des noms charmants, ce sont les appellations les plus connues. Alors à partir de milliards de données, eh bien, l'algorithme calcule très rapidement la probabilité qu'un dossier comporte un risque de fraude et renvoie à une liste de personnes dont le profil a été scruté. Alors si la CNIL souhaite que le traitement ne soit qu'un outil d'aide et d'orientation des agents et non pas un outil de profiling destiné à identifier directement des fraudeurs potentiels, cette préoccupation ne vise en fait qu'à installer une pratique qui de toute façon deviendra prochainement la règle. L'outil se perfectionne en effet lui-même au fil du temps en mettant en relation les dossiers désignés avec les motifs de redressement opérés.
Alors l'ensemble de ces considérations explique le développement considérable des contrôles sur pièces et surtout de leurs résultats. Et sur ce point, il suffit de consulter les chiffres aimablement fournis chaque année par l'administration fiscale pour s'en convaincre. Alors reste que cette évolution liée à l'informatique a surtout profité jusqu'ici au contrôle sur pièces et les mutations du contrôle sur place sont encore largement à venir. Et je ne me permettrai pas de préciser ces points aujourd'hui, dans la mesure où nous avons la chance d'avoir parmi nous Madame Maïté Gabé, la personne qui est évidemment la mieux placée pour en parler. Mais je signalerai simplement quand même que l'émergence du big data et une réflexion sur l'organisation territoriale du contrôle fiscal laissent entrevoir de profonds bouleversements du contrôle fiscal des entreprises, avec un contrôle accru des comptabilités, non pas sur place, mais depuis le bureau, donc à distance. Et à cet égard, il est important de souligner que ce contrôle à distance ne doit pas être compris comme un substitut au contrôle sur place et vécu comme une relâche administrative dans la lutte contre la fraude, mais plutôt comme un moyen de pression sur les entreprises afin de standardiser les comptabilités privées et d'assurer un minimum de cohérence dans la liaison comptabilité-fiscalité sur toutes les entreprises susceptibles de faire l'objet d'investigations plus fines. Car malgré l'évolution du contrôle fiscal lié au développement de l'informatique, l'administration, je vous rassure, ne sait pas encore tout sur tout, et notamment sur la situation fiscale des entreprises. D'où la nécessité pour elles de vérifier leurs déclarations en s'appuyant notamment sur leur comptabilité. Alors les entreprises, quant à elles, ont progressivement bénéficié du développement de l'informatique pour améliorer leur gestion, et ceci en dehors de toute considération fiscale, bien sûr. Mais cette évolution a eu évidemment une influence considérable sur l'organisation et la tenue de leur comptabilité, mais par voie de conséquence, les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés ne pouvaient que devenir une porte d'entrée incontournable pour satisfaire la curiosité de l'administration fiscale, plus particulièrement dans le cadre des vérifications de comptabilité. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier 1990, pas tout à fait nouveau, et ce par application de l'article L13.4 du livre des procédures fiscales, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, je cite l'article L13.4, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code général des impôts, ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Et à compter de la même date, c'est-à-dire, nous sommes toujours en 1990, l'article L47A du livre des procédures fiscales permit, pour la première fois, aux services fiscaux d'effectuer une vérification de comptabilité au moyen de procédés informatiques équivalents à ceux utilisés par le contribuable pour élaborer sa comptabilité. Ainsi, l'informatique est à l'origine d'une évolution considérable de ce type de contrôle fiscal, mais sans que cette évolution ait permis d'aboutir toutefois à une enveloppe juridique unique, car en effet, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et après plusieurs étapes législatives, il convient de bien distinguer les vérifications de comptabilité, que je qualifierais pour la bonne compréhension de ce qui va suivre de comptabilité traditionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit dans l'ignorance de l'informatique, les vérifications de comptabilité informatisées, et petite dernière dans la famille des vérifications de comptabilité, les examens de comptabilité. Alors, point commun de ces contrôles, la vérification de comptabilité de la comptabilité des entreprises. Élément de différence, l'intensité et le déroulement de cette vérification. Alors, pour bien comprendre les différences entre ces trois formes de contrôle, il faut se rappeler que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, deux parties sont en présence, le contribuable vérifié et le vérificateur. Le premier est tenu de fournir tous les documents comptables de nature à justifier l'exactitude de ces déclarations. Le second doit procéder à l'examen critique des écritures comptables afin de s'assurer de la régularité des déclarations. Le tout doit s'inscrire dans le cadre d'un dialogue entre le vérificateur et le contribuable vérifié. Alors, ces fondamentaux étant rappelés, il importe de se demander ce que l'informatique a apporté à cette relation singulière, voire en quoi celle-ci a été modifiée. Alors, concernant le contribuable vérifié,
On remarquera immédiatement que la loi ne l'oblige pas à tenir une comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Si d'aventure une personne se trouve allergique à l'informatique, eh bien celle-ci aura bien entendu l'obligation de présenter sa comptabilité, mais sous une forme que l'on qualifiera de traditionnelle, et tout ce qui va suivre ne la concernera pas. En revanche, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ce qui est évidemment devenu la norme, le contribuable doit, depuis le 1er janvier 2014, remettre à l'administration une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée. C'est le fameux FEC. Autrement formulé, dans cette hypothèse, la comptabilité ne peut plus être remise sur support papier. On notera qu'auparavant, et depuis 2008, le contribuable conservait le choix entre la forme dématérialisée et le papier. Mais le peu contenu dans l'article L47A1 du livre des procédures fiscales est devenu, depuis 2014, doit. Donc la substitution du mot doit au mot peut a ou va entraîner des bouleversements considérables dans l'organisation comptable de nombreuses entreprises dont on n'a pas encore tiré toutes les conséquences, ce dont nous parlera dans un instant Marc Lamordegaille. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au rôle et aux obligations du contribuable vérifié, on notera que la remise du fichier des écritures comptables est obligatoire dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une vérification de comptabilité traditionnelle, d'une vérification de comptabilité informatisée ou d'un examen de comptabilité, lorsque, bien entendu, comme on l'a rappelé il y a quelques instants, l'entreprise tient une comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Simplement les remises des fichiers des écritures comptables diffèrent selon que l'on se trouve en présence d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. On rappelle que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, la copie du fichier des écritures comptables est remise au début des opérations de contrôle, alors que dans le cadre d'un examen de comptabilité, le contribuable doit adresser à l'administration cette copie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis d'examen de comptabilité. Donc voilà pour le rôle et les obligations initiales du premier acteur, à savoir le contribuable vérifié. Concernant maintenant les modalités de l'intervention du vérificateur, il convient de noter que celle-ci diffère selon que l'on se trouve en présence d'une vérification de comptabilité traditionnelle, d'une vérification de comptabilité informatisée ou d'un examen de comptabilité. Dans la première hypothèse, le vérificateur peut effectuer des tris, classements, ainsi que tout calcul aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable, ce qui est indiqué par le livre des procédures fiscales. En revanche, dans la deuxième hypothèse, celle de la vérification de comptabilité informatisée, le vérificateur souhaite effectuer des traitements informatiques qui vont donc au-delà de la simple lecture des données brutes. Dans ce cas, et par application de l'article L47A2 du livre des procédures fiscales, celui-ci doit indiquer par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Et les modalités de réalisation de ces traitements sont laissées au choix de l'entreprise. Vous le savez, il y a 3 options qui sont ouvertes au contribuable vérifié. Celui-ci peut effectuer lui-même les traitements, mais attention, dans cette hypothèse, depuis le 1er janvier 2017, l'intéressé doit mettre à la disposition de l'administration, dans les 15 jours de sa demande, les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle. Il peut également, ce contribuable, demander que le contrôle ne soit pas effectué, vous le savez, sur le matériel de l'entreprise ou encore proposer au vérificateur d'effectuer la vérification sur le matériel de l'entreprise. Compte tenu de la nature et de l'intensité des investigations, on comprend que le législateur ait souhaité formaliser des garanties spécifiques au bénéfice du contribuable vérifié, garanties qui sont codifiées à l'article L47A2 du livre des procédures fiscales et qui ne concernent pas les vérifications de comptabilité traditionnelles. Par voie de conséquence, si dans les 2 cas, nous sommes en présence d'une vérification de comptabilité sur place, il convient de s'assurer d'une bonne ligne de démarcation de la frontière entre les vérifications de comptabilité traditionnelles et les vérifications de comptabilité informatisée, ligne de démarcation concrétisée par les traitements informatiques que souhaite effectuer le vérificateur. Et en clair, que doit-on entendre par traitements informatiques? Question qui, là encore, mériterait des réponses plus précises que celles que nous connaissons aujourd'hui, comme nous l'indiquera, là encore, dans un instant, Marc Lamordegaille, et que nous le rappellera peut-être, évidemment, Madame la directrice. Et ce qui nous amène tout naturellement
a évoqué la troisième forme de vérification de comptabilité, la plus récente, à savoir l'examen de comptabilité. Alors, entré en application le 1er janvier 2017, l'examen de comptabilité est une vérification de comptabilité qui permet à l'administration de vérifier la comptabilité sans se déplacer dans l'entreprise, à la différence de la vérification de comptabilité qui doit se dérouler sur place. Comme on l'a indiqué il y a quelques instants, cette forme de contrôle, codifiée à l'article L47AA du livre des procédures fiscales, n'est possible évidemment que si la comptabilité de l'entreprise est tenue au moyen de systèmes informatisés. Alors en apparence, le déroulement de l'examen de comptabilité semble identique à celui de la vérification de comptabilité, puisque l'article L47AA prévoit, comme l'article L47A1, que l'administration peut effectuer des tris, classements, ainsi que tout calcul, afin de s'assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Mais, dans le cadre de l'examen de comptabilité, l'article L47AA indique que l'administration peut également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable, autres que les fichiers des écritures comptables. Et ceci sans mettre en œuvre l'article L47A2 qui prévoit, comme on l'a vu il y a un instant, un strict encadrement des traitements informatiques dans le cadre des vérifications de comptabilité informatisée. On peut donc légitimement s'interroger sur l'absence de ces garanties dans le cadre de l'examen de comptabilité ou pour le moins souhaiter que sur ce point des précisions soient apportées par l'administration fiscale, si ce n'est par le législateur d'ailleurs. Cette remarque nous conduit tout naturellement à conclure nos propos par une réflexion sur la mutation et le devenir du déroulement des vérifications de comptabilité en raison du développement de l'informatique. Indépendamment des garanties qui s'attachent à ces vérifications, vous les connaissez toutes, l'envoi d'un avis de vérification, l'interdiction de vérification successive, le juge de l'impôt a toujours veillé à ce que le déroulement de la vérification de comptabilité permette un dialogue entre le contribuable et l'administration fiscale. Alors à l'origine, cette exigence s'est concrétisée par l'obligation pour l'administration de respecter un débat oral et contradictoire. Et pour la petite histoire, le Conseil d'État s'était emparé pour la première fois de cette notion qui ne figure pas dans la loi, pour sanctionner l'emport irrégulier des documents par les vérificateurs, ceux-ci ayant à l'époque, c'est ancien, pris parfois l'habitude de se contenter de venir chercher la comptabilité dans l'entreprise pour l'examiner à l'extérieur. Mais on remarquera que si l'emport irrégulier de documents a permis de souligner l'exigence d'un débat oral et contradictoire, l'étude de la jurisprudence montre que le juge n'a pas hésité à constater dans certaines hypothèses une absence de débat et à la sanctionner alors même que le vérificateur n'avait pas emporté les documents comptables. Donc tout dépend évidemment des circonstances de fait. Quoi qu'il en soit, on voit bien que ce principe jurisprudentiel correspond à la nécessité d'un dialogue, si possible constructif, entre le contribuable et le vérificateur. Alors cette nécessité a été entérinée par l'administration fiscale, qui l'a expressément reprise dans la charte du contribuable vérifié. Je cite qu'en cas de vérification de comptabilité, je cite la charte, le dialogue n'est pas formalisé, nous dit l'administration, il repose pour l'essentiel sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle. La même exigence jurisprudentielle transparaît dans le déroulement des vérifications de comptabilité informatisées, mais sous une autre forme. Dans un arrêt remarqué du 18 janvier 2017, le Conseil d'État a rappelé que lorsqu'un vérificateur envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, celui-ci est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard, au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre aux contribuables de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes dans le cadre de ce type de vérification, options que nous avons rappelées il y a un instant. En clair, débat oral ou pas, celui-ci doit être contradictoire. La place prédominante prise par l'informatique n'y change rien et je serais même tenté de dire bien au contraire. Observation qui nous conduit à nous interroger sur le déroulement de l'examen de comptabilité. En tout état de cause,
En l'absence de vérification sur place, la notion de débat oral et contradictoire ne présente pas la même dimension que celle qui prévaut dans le cadre de la vérification de comptabilité, bien sûr. Et d'ailleurs, l'administration a intégré dans la charte du contribuable vérifié la possibilité d'un échange par courriel, par téléphone ou dans le bureau du service du vérificateur à la demande du contribuable. On peut penser qu'un refus de la part de l'administration engendrerait une irrégularité du déroulement de cette vérification, mais à titre personnel, je me permets de dire que dans un souci de sécurité juridique, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de se demander si l'administration n'aurait pas intérêt à mieux préciser le déroulement de ce contrôle et intégrer ces précisions dans la charte du contribuable vérifié, seul document qui lui est opposable. Ce qui serait une manière appréciée de mieux faire admettre les profondes évolutions qui touchent aujourd'hui et toucheront encore plus demain le contrôle fiscal des entreprises grâce au règne de l'informatique. C'est l'intérêt des entreprises, mais aussi celui de l'administration fiscale, si celle-ci souhaite faire accepter cette évolution et pas seulement l'imposer. Je vous remercie. Bravo, merci. Alors, je précise que l'intervention du professeur Casimir sera affichée, enfin vous pourrez la consulter sur le site de l'Académie et de l'Ordre, sachant encore une fois que toutes les interventions étant filmées, vous pouvez les revoir à nouveau. C'est comme un bon film, on aime bien revoir. Et à la 10 ou 12e fois, vous aurez tout compris. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Marc, maintenant, si tu veux bien intervenir, soit... Alors, avec des... Toi, tu as des transparents, hein, voilà. Transparent. À toi. Vous m'entendez? C'est parfait. Merci à tous d'être présents si nombreux. J'ai la lourde tâche de vous donner une vision informatique ou la façon dont l'administration fiscale et le droit fiscal et le droit comptable intègrent l'informatique. Jean-Pierre Casimir vous a rappelé que ça touchait profondément l'approche de l'administration fiscale. Moi, je serais tenté de dire que cette évolution, elle date d'il y a longtemps et en fait, elle n'est pas si jeune que ça, puisque dans le plan comptable général de 1982, il y a déjà des dispositions comptables qui touchent à la façon dont la comptabilité est tenue de façon informatique. La difficulté, c'est que l'informatique, elle, évolue plus vite que le droit, plus vite que le droit fiscal et le droit comptable, et je voudrais souligner qu'en fait, les dispositions comptables sont très anciennes maintenant, elles ne sont pas forcément adaptées à la mesure de l'évolution de l'informatique. Donc, Jean-Pierre a dit tout à l'heure, il faut faire le lien entre les déclarations fiscales, la concordance des déclarations fiscales et les documents comptables. Quand on regarde ça sous un angle plus informatique, la comptabilité est tenue de façon informatisée, c'est ça le critère, nous a dit Jean-Pierre, qui fait rentrer dans le champ du contrôle fiscal informatisé. Donc le vérificateur, son objectif, ça va être de vérifier la sincérité des déclarations en regardant les documents comptables. Sauf que les documents comptables ont une acception, une compréhension beaucoup plus large que simplement ce que vous imaginez aujourd'hui comme la simple tenue de comptabilité. Derrière la tenue de comptabilité, il y a toute la justification et ce qui peut toucher à tout le système d'information. La première étape, ça va être de présenter donc le FEC, le fichier des écritures comptables, éventuellement, lorsqu'on est une très grande entreprise, des comptes consolidés, des comptabilités analytiques, mais celles-ci ne sont pas présentées nécessairement sous format informatique. En revanche, toute la comptabilité générale est présentée sous ce format fichier des écritures comptables, ce depuis le 1er janvier 2014, ce qui n'est pas forcément évident pour toutes les entreprises, parce que l'organisation des logiciels, l'organisation de toute la chaîne informatique peut poser des difficultés sur la qualité et le contenu du fichier. Lorsque le vérificateur a lu ce fichier, il va demander des éclaircissements, comme dans une vérification traditionnelle, des pièces, le fameux dialogue éventuellement à distance dont parlait Jean-Pierre, mais il va demander aussi la présentation de pièces. Depuis un certain temps, les pièces peuvent être dématérialisées, c'est l'objet de factures électroniques, c'est l'objet d'EDI, tous ces sujets qui seront repris cet après-midi, ou éventuellement vous verrez que depuis avril, il est possible d'avoir des pièces d'origine papier, scannées et dématérialisées sous certaines conditions. Donc ces fichiers, ils peuvent être remis de façon spontanée dans l'examen de comptabilité, c'est le traitement informatisé que remet en fait le contribuable au vérificateur. Je suppose que Mme Gabé précisera ce point sous l'interrogation de Jean-Pierre.
Et la deuxième étape qu'a souligné Jean-Pierre, c'est le traitement informatisé, c'est-à-dire une demande d'analyse ou une demande de fourniture de données, de documentation, qui explique comment fonctionne le système d'information et ensuite qui conduit à des traitements pour pouvoir comprendre comment l'information comptable a été construite, comment l'information de gestion a été construite dans le système comptable et le système d'information. Donc, le point très important, par contre, c'est que l'administration s'est donnée d'une palette de moyens de contrôle très large et qu'elle ne cesse de les renforcer. Donc, on va parler tout à l'heure du contrôle inopiné qui, en fait, est quelque chose qui existe depuis quelques années et qui a été étendu aux contribuables et aux assujettis à la TVA. Et l'objectif de ce contrôle inopiné, par nature, c'est son nom, le vérificateur ne prévient pas, il vient constater une situation physique et des éléments d'exploitation de l'entreprise, il vient constater l'existence de documents comptables, c'est de faire, entre guillemets, une photographie de l'état de l'entreprise. C'est parce qu'il y a parfois des interrogations, au départ c'était parce qu'il y avait des interrogations sur la façon dont l'entreprise tenait sa comptabilité, ou bien, en termes de TVA, il y avait de véritables interrogations sur les déclarations. Puis ça a évolué, puisque indirectement, par ce biais, c'est l'occasion pour le vérificateur ou une personne chargée du contrôle de vérifier l'existence d'un certificat ou d'une attestation, cette fameuse attestation ou ce certificat qui va garantir que le logiciel ou le système de caisse respecte des critères de conformité qui seront développés dans l'atelier suivant. Donc, à cette occasion, le vérificateur fait des copies de fichiers et il vérifie qu'il y a ces fameuses attestations ou certificats. Il recueille des données, il recueille de la documentation. Ça a une première incidence, c'est qu'il vaut mieux être prêt. Ce n'est pas au dernier moment, lorsque le contrôle arrive, qu'on peut constituer ces informations. Par ailleurs, l'administration a à sa disposition des droits de communication sur les fournisseurs d'hébergement Internet, transmission de données. Et puis 2013, au titre du droit de communication, elle a la possibilité de se faire communiquer par les éditeurs ou par les concepteurs de logiciels, ça peut être l'entreprise lorsqu'elle a conçu elle-même ses programmes, des documents, des programmes informatiques, tout ce qui explique des codes, tout ce qui explique la façon dont fonctionne le logiciel ou le système d'information qui a conduit à produire des données comptables, des données de gestion qui expliquent des déclarations fiscales. Et ces documents, ils doivent être prêts pour la période considérée, donc pour l'exercice qui fait l'objet des contrôles, et ça veut dire qu'éventuellement, lorsqu'on a évolué dans le temps, il faut avoir des documents pour chaque système d'information, chaque logiciel. Là aussi, un mot général, et c'est le mot général de cette journée, c'est anticiper. Vous ne pouvez pas avoir ces documents à disposition dans le cadre du droit de communication, vous ne pouvez pas ne pas les avoir plutôt, et ça se prépare, et c'est un travail d'une certaine ampleur. Quand on est dans une TPE, il est évident que le sujet est moins lourd, parce que l'éditeur, et c'est l'objet des travaux des éditeurs, aura préparé l'information, ça peut se limiter à un simple manuel d'utilisation et des éléments que l'éditeur va fournir. Quand ce sont des logiciels qui sont adaptés par l'entreprise, quand ce sont des ERP qui ont fait l'objet d'intégration, qui ont fait l'objet donc de développement complémentaire pour les adapter à l'activité de l'entreprise, évidemment, ça demande plus de travail. Donc l'administration, sa vision en fait du système d'information, elle est la suivante, elle est assez, si j'ose dire, madame, empruntée de la vision française, ce qu'on appelle pour les informaticiens la méthode Meurice, c'est-à-dire découper le système d'information en données élémentaires. C'est une définition qui existe dans le BOFIP. L'administration a défini ce qu'était une donnée élémentaire. En fait, c'est toutes les données de base qui concourent à l'élaboration de l'information comptable ou de l'information de gestion. Cette information, elle est traitée par le système d'information, c'est l'objet des traitements informatisés, et elle est expliquée par une documentation. C'est la définition même de l'information. C'est l'addition de la donnée élémentaire, des traitements informatisés et de la documentation qui fait l'information et qui fait le système d'information, le système informatisé. Et ça va nous ouvrir sur le champ du contrôle fiscal informatisé, dont la caisse fait partie, mais dont d'autres éléments aussi. Donc le vérificateur, sa vision, ça va être, par rapport au système d'information, d'abord de comprendre comment fonctionne le système d'information, comment se forme le résultat à travers ce système, le résultat fiscal et par voie de conséquence le résultat comptable, puisque en France, le résultat fiscal s'appuie sur les documents comptables.
il faudra justifier les règles de gestion. Par règles de gestion, j'entends en fait tout ce qui est programmé dans les programmes, dans les logiciels, et qui conduit à faire des calculs, des états intermédiaires, et pour aboutir à la donnée comptable ou à la donnée fiscale. À partir de ces éléments, quand le vérificateur aura compris comment fonctionne le système d'information, il pourra demander à réaliser des traitements ou se faire communiquer des données. C'est l'objet de l'article 47.2 du livre des procédures fiscales, dont parlait Jean-Pierre Casimir tout à l'heure. Ce sont les demandes de traitement informatisé qui interviennent dans un deuxième temps, après la présentation de la comptabilité informatisée. Tout ça est fondé sur le fameux article 13.4 du livre des procédures fiscales, qui existe depuis longtemps, depuis quasiment 1989, je crois, 90, et qui dit, donc, quand la comptabilité est tenue moyen de système informatisé, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement, et ce mot est très important. Ça veut dire qu'on peut remonter loin en amont dans le système d'information à la formation des résultats comptables et fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales. Quelque part, on a là la définition du parcours de l'information dans le système d'information, système informatisé, qui définit le périmètre de contrôle potentiel du vérificateur. Donc vous voyez qu'il est très large. Ce point va être repris cet après-midi dans l'atelier donc contrôle fiscal informatisé, traitement informatisé. En deuxième partie d'après-midi, on approfondira ce sujet. Je vous donne un fil conducteur de la journée et l'idée c'est de reprendre tous ces détails ultérieurement. Donc le point sur lequel l'administration va insister lourdement, mais le commissaire aux comptes aussi, puisque l'idée c'est de s'appuyer sur la comptabilité, c'est le chemin de révision, la piste d'audit. Donc pas de comptabilité probante si elle n'est pas justifiée, si on n'arrive pas à remonter jusqu'à la pièce justificative, jusqu'à l'explication de l'écriture comptable, et inversement de la pièce, on doit pouvoir parcourir le système d'information jusqu'à la donnée comptable enregistrée. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de données agrégées, et que le vérificateur va vous demander des détails, il va vous demander de pouvoir reconstituer des traitements. A posteriori, ce qui a une incidence, c'est qu'il va falloir conserver ces données, d'où un besoin d'archivage des données, autre sujet que nous allons aborder cet après-midi. Autre point, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut expliquer comment fonctionne le système d'information. Et ça, c'est dans le PCG depuis 1982, dans le plan comptable général depuis 1982. Il existe une obligation qui est celle de documenter l'organisation de la comptabilité. De même, je ne l'ai pas présenté ici, il y a une obligation, de documenter le système d'information, la façon dont il est programmé pour mettre en état les tiers de le comprendre et d'exercer des contrôles, que ce soit l'administration fiscale ou que ce soit le commissaire aux comptes. Donc cette documentation, je la décris très brièvement, et ça sera un sujet de l'après-midi aussi. Elle a pour objectif de permettre cette compréhension du vérificateur. Vous allez voir qu'on va beaucoup se répéter au cours de la journée. C'est volontaire parce que ce sujet est complexe. Il vaut mieux des redites et de décrire ces fameuses... Cet objectif sera aussi de décrire ces fameuses règles de gestion donc, qui sont programmées dans le système d'information. Vous avez là toute une liste de ce que l'administration en grand thème demande dans ses instructions fiscales, donc décrire le système d'information, son organisation, l'environnement, les interfaces. Je viens à la fin, un point très important, le plan d'archivage et les durées de conservation. Donc comment le contribuable garde les données et toutes les étapes intermédiaires qui ont conduit à la production de l'information comptable et financière. Et ce périmètre, donc très large, il a traditionnellement deux domaines, le domaine comptable et le domaine de la gestion. Donc la comptabilité générale, c'est le fichier des écritures comptables qui présente ce qu'est, pour les experts comptables et les comptables, le livre-journal, le plan comptable qui est appliqué, les tables de taux de TVA, par exemple, tout ça, c'est le domaine purement comptable qui fait partie du champ. Et puis, vous avez la partie analytique et budgétaire qui peut faire l'objet aussi de demandes complémentaires. Et toute la partie domaine de gestion, eh bien, c'est la gestion commerciale, ce sont les systèmes de caisse et de recettes, ce qui nous amène naturellement au lien avec la caisse. La difficulté pour les entreprises, pour la TPE, c'est la couche de réglementation qui s'empile, qui prend un angle TVA, qui prend un angle IS, qui prend un angle droit de communication, parce que
c'est la façon dont est construit notre droit fiscal, et ça n'est pas forcément parlant pour l'entreprise. Au final, il faut retenir que le champ est extrêmement large, je suis désolé d'insister, et que donc la Caisse participe très largement à la justification des écritures comptables et le côté probant de la comptabilité. Donc, il se trouve que l'administration fait, dans cette vision de l'informatique, une distinction particulière entre logiciels standards, entre guillemets qui ne sont pas paramétrables, et logiciels spécifiques, ceux qui sont adaptables, ceux qui peuvent faire l'objet d'évolution. Il se trouve aussi que la plupart des logiciels de type logiciel de gestion intégrée, ERP, peuvent être facilement adaptés et qu'un intégrateur, une SS2I, une tierce maintenance applicative, peuvent modifier ces logiciels. C'est aussi le cas pour les systèmes de caisse qui sont sur PC. Il n'y a pas que la caisse enregistreuse classique, il peut y avoir aussi des systèmes de caisse paramétrables. De plus en plus, ce sont des PC qui sont modifiables. Dans ce cadre-là, on crée, entre guillemets, un logiciel spécifique qui est adapté à l'activité de l'entreprise. Donc l'effort de documentation dont je parlais, l'effort d'extraction des données va être plus important que pour le logiciel standard. Dans le logiciel standard, on peut se fonder facilement sur la documentation des éditeurs. Dans le logiciel spécifique, tous les travaux complémentaires vont faire l'objet de demandes supplémentaires d'extraction des données au titre des demandes de traitement informatisé ou au titre de la demande de documentation, que ce soit pour la caisse, que ce soit pour la demande de contrôle fiscal informatisé, les exigences vont être supérieures, indirectement. Et si on peut synthétiser tout ça, les mots-clés du contrôle sont les suivants. C'est documenter, présenter, justifier et prouver. Donc documenter, on le soulignait tout à l'heure, c'est documenter votre organisation, votre procédure comptable, documenter vos systèmes d'information et vos logiciels, à minima, y compris dans la TPE, et c'est l'éditeur qui peut l'apporter, c'est l'expert comptable qui peut l'apporter, il peut y avoir une documentation simple qui explique comment fonctionne l'entreprise en termes comptables et en termes de système d'information. J'utilise tel logiciel pour tenir la compta, j'utilise tel logiciel pour émettre des factures, et les pièces justificatives sont réceptionnées de telle façon et sont transmises à mon expert comptable, et à l'autre extrême, Auchan, nous présentera tout à l'heure un périmètre beaucoup plus large où il y a un nombre d'applications très important et la documentation, évidemment, va être beaucoup plus fouillée et complexe que dans le cadre d'une TPE. Et puis ensuite, moi, contribuable, je vais présenter à l'administration ma comptabilité informatisée sous forme de FEC. Éventuellement, je suis une grande entreprise, je présente la comptabilité analytique, les comptes consolidés, les reporting prix de transfert plus récemment. Les pièces justificatives, la piste d'audit, c'est un point que je ne vais pas détailler, mais c'est cette idée de chemin de révision qu'on a évoqué tout à l'heure. Faire le lien entre la pièce, la règle de gestion et la donnée comptable ou la donnée de gestion à travers le système d'information. Et puis, les traitements informatisés pour me justifier. Et enfin, je vais venir sur un point très important, c'est l'irréversibilité, l'inaltérabilité, tous les aspects preuves, copie fidèle, certification, attestation. Donc, il y a des verbes clés à retenir. On retrouve des expressions du vocabulaire spécifique dans les instructions fiscales, figer, rendre irréversible, inaltérable, conserver, archiver, documenter, justifier, reconstituer, prouver. Vous allez voir que tout ça, ce sont des mots qui sont dans les attentes, dans les exigences de la loi et dans les exigences des instructions fiscales. Pourquoi ? Parce que quand on dit une comptabilité fonde un résultat fiscal, il faut qu'elle soit irréversible, il faut qu'elle ne puisse pas être modifiée a posteriori. Et donc, c'est une action de validation des écritures, et ça, c'est une action qui est exercée soit dans le logiciel, mais c'est entre guillemets mécanique, c'est une affaire de programmation. Le logiciel doit garantir qu'on ne peut pas modifier a posteriori les enregistrements. C'est la transposition des règles de tenue de comptabilité papier, où on ne peut pas tenir une comptabilité avec un crayon et une gomme, sans blanc ni rature. C'était ça l'expression historique. De la même façon, ces règles sont transposées sur les systèmes de caisse. On doit rendre inaltérables les données qui justifient des règlements clients. C'est la même logique. Et de la même façon, on doit figer l'ensemble des informations pour leur donner une date certaine qui sont dans le périmètre d'archivage dont on parlera tout à l'heure. De la même façon, on doit garantir l'intégrité du contenu de la facture. Vous voyez, c'est toujours cette logique-là. Donc, comme je vous le disais,
Ça participe de l'idée déclaration fiscale fondée sur une comptabilité probante. Et le risque majeur, c'est le rejet partiel ou total de comptabilité lorsqu'une comptabilité n'est pas probante. Ça n'est pas un risque lié à l'informatique, c'est un risque qui est lié à toute tenue de comptabilité. Sauf que l'incidence de la façon dont vous tenez votre comptabilité informatisée, dont vous êtes capable de restituer des données, de la documenter, va directement jouer sur la valeur probante de la comptabilité. Et bon, je vous ai mis quelques jurisprudences. Une jurisprudence, cette affaire-là, et un article du PCG donc, qui étaye cette idée de validation, cette affaire-là est antérieure au FEC. Elle est antérieure aux caisses enregistreuses. L'arrêt est antérieur. En fait, même avec le système d'information et les règles d'accès aux données préexistantes au FEC, il y avait déjà cette obligation. Sauf que le FEC met en évidence une date de validation, c'est un des champs, et c'est là où le vérificateur, notamment, peut s'assurer du respect en fait, des règles d'irréversibilité des écritures, et au-delà, dans le cadre des caisses, qui est un autre sujet, qui est un sujet lié à la TVA, il peut s'assurer, avec les certificats, avec les attestations, qu'on a rendu irréversibles les données, inaltérables les données du système de caisse. Donc, je suis désolé, je martèle ça, mais un logiciel permissif ou un système de caisse qui permettrait de modifier a posteriori des enregistrements de recettes, c'est une comptabilité non probante. Donc c'est très important ce point, c'est ce qui justifie toute la démarche de l'administration, du côté des caisses, du côté des règles de validation d'écriture. C'est pour ça qu'il faut avoir des références aussi dans les FEC pour les pièces, pour faire le lien au titre de la pièce d'audit. C'est aussi la justification des achats, des frais et des charges et des stocks, ce sont des choses classiques. Donc, en synthèse, quelles sont les conséquences pour les entreprises ? Le premier point, tenez une comptabilité probante donc, et respectez le droit comptable français. Une entreprise qui tient des comptes en US GAAP, qui tient des comptes en IFRS, ne respecte pas le droit comptable français. On doit respecter le PCG ou les plans comptables homologués. Donc, deuxièmement, il faut faire référence à des pièces justificatives et il faut valider cette comptabilité périodiquement. Et enfin, il faut présenter cette comptabilité sous forme de FEC, utiliser des logiciels conformes et documenter. Voilà, j'espère que vous avez compris le message global. Ça veut dire donc, en fait, étayer, documenter et justifier, avec la ZAPET. Voilà. Parfait, merci beaucoup. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'en réalité, sur le fond, rien ne change. C'est la technique qui rigidifie d'une certaine manière les choses. Mais précédemment, il fallait effectivement passer des écritures de façon régulière, sincère, loyale. Mais quand c'était tenu à la main, on pouvait effectivement effacer, raturer, faire ce qu'on veut, ou enfin faire ce qu'on veut, ou à peu près. Par contre, aujourd'hui, on est, et c'est plutôt une bonne chose, grâce à la technique, dans un cadre qui permet, avec l'application des principes de la loi d'une part, mais aussi des principes qui sont énoncés tout au long de la journée, ça va permettre de bien cadrer les choses et d'éviter, d'empêcher les fraudes, pour être clair. Voilà. Et bien justement, Madame Maïté Gabé, si vous voulez, soit ici, soit à Lambon, comme vous le souhaitez. Vous êtes chef du contrôle fiscal à la Direction générale des finances publiques et je vous laisse délivrer votre message. Merci, merci d'abord de votre invitation à cette réunion qui est importante, j'imagine, pour vous, mais aussi pour nous, parce que c'est un lieu d'échange sur des modalités complexes quand même, et qui sont dans la loi fiscale. Merci à mes prédécesseurs pour avoir planté le décor. Votre PowerPoint est parfait. Je pense que nous pourrions nous-mêmes nous en resservir en interne pour de la formation pour nos vérificateurs. Non, alors plus sérieusement, moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez toute la journée pour ça. Je laisse toute la journée avec vous des gens de l'administration fiscale ou de l'administration centrale ou de services de contrôle qui pourront répondre aux questions qui sont toujours très nombreuses sur les sujets. Moi, je voulais simplement partager avec vous ce que fait l'administration fiscale pour essayer, non pas de dégonfler, mais de montrer qu'on est dans une logique finalement assez simple.
Vous l'avez dit, vous l'avez répété, la vérification de comptabilité, c'est le cœur de l'action du contrôle fiscal depuis très longtemps. Il aurait été assez surprenant qu'une administration moderne ne rentre pas dans la modernité. Entre 1982 et 2018, il s'est passé un certain nombre d'événements qui nous conduisent à nous adapter. Donc l'informatique, elle est rentrée dans le cœur de l'administration fiscale parce qu'elle est d'abord rentrée dans le cœur des entreprises. C'est nous qui nous sommes adaptés à l'adaptation des entreprises à une technique. Bon. C'est la première chose que je voulais dire. Donc on n'est pas rentré comme ça en disant on va casser les pieds à tout le monde. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, une des difficultés de notre action, c'est qu'on arrive toujours par petits pas. Et qu'à un moment donné, il faut prendre une photo pour voir où on en est. Et c'est vrai qu'en matière de contrôle informatisé, on a d'abord commencé au début des années 90 par des contrôles, j'allais dire, réservés à ce que M. Casimir appelait le L47A2, qui est ça, à des contrôles qui étaient faits par les brigades de vérification de comptabilité informatisée et qui concernaient en fait plutôt les grandes entreprises ou les moyennes entreprises sur les retraitements fiscaux. C'est ça qu'on faisait. Et puis, il nous a semblé, au milieu des années 2000, que l'informatique prenant un tel essor dans les entreprises, il y avait une nécessité de bâtir un outil informatique qui était le fichier des écritures comptables, qui au départ pouvait être remis, et puis qui, depuis 2014, doit être remis. Ce fichier des écritures comptables, on l'a construit, on l'a co-construit à l'époque entre les professionnels et nous-mêmes. Ce n'est pas l'administration toute seule qui a établi des normes. Toutes les normes que vous avez indiquées, elles ont été bâties ensemble. Alors, moi, je comprends qu'une des difficultés aujourd'hui, je m'arrête là-dessus, c'est que l'obligation de fournir le fichier des écritures comptables ne se traduit pas tout le temps, de la part du vérificateur, par le traitement de ce fichier des écritures comptables. Du point de vue de l'administration centrale, le fichier des écritures comptables, c'est, entre guillemets, l'outil qui permet au vérificateur de faire plus rapidement des traitements qu'on faisait à la main auparavant. Caméra, c'est qui? Moi, j'ai été vérificatrice en 1986. Qu'est-ce qu'on faisait dans une entreprise? On demandait le grand livre, on prenait un stabilo, on soulignait le stabilo, on disait « je veux les factures ». En 2017, on ne fait pas ça. On demande un fichier des écritures comptables, on fait un retraitement sur un compte client ou un compte fournisseur, un compte de charge, et on dit « je veux les factures ». Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. La comptabilité n'a pas changé. Voilà. Simplement, l'obligation de fournir ce fichier des écritures comptables nous a fait apparaître quelques difficultés dans l'élaboration de ces fichiers. On a quelques questions quand même qui se posent sur la fiabilité des fichiers qui nous sont remis. Alors, vous savez tous que lorsque l'administration met en place des obligations, elle met en place des sanctions. Bon. Ces sanctions, sur le fichier des écritures comptables, elles n'ont pas été mises en œuvre parce qu'on était dans une logique, j'allais dire, de pédagogie, d'appropriation, de méthode. Nous sommes un petit peu inquiets quand même sur un certain nombre d'erreurs dans le fichier des écritures comptables. Je vais vous en donner une. Les dates de clôture qui sont postérieures au dépôt de l'alias. C'est pas génial. Des pistes d'audit qui ne sont pas complètement construites. Donc face à ça, notre réponse n'est pas de rejeter toutes les comptabilités et de mettre l'amende de façon brutale. J'ai des chiffres, on a dû mettre l'amende liée au FEC dans 2% de nos contrôles où les FEC étaient obligatoires. Parce qu'il y a des entreprises qu'on vérifie qui ne tiennent pas toujours encore leur comptabilité sous forme informatisée. Donc, moi, je voulais partager avec vous une forme d'inquiétude quand même sur certains FEC et sur une forme de difficulté technique sur la constitution du FEC. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que ce FEC nous permet, depuis 2017, de procéder autrement au contrôle fiscal. Alors, je vais vous en parler après, j'ai un raisonnement un peu par escalier, mais vous allez voir où j'arrive. On est en train de parler du rétablissement d'une société de confiance. Au Parlement, on discute aujourd'hui du rétablissement de la confiance entre l'administration et ses administrés. On était auditionné hier avec le directeur général par la commission spéciale et évidemment par le contrôle fiscal. La société de confiance, du point de vue de l'administration fiscale, elle part aussi
par, entre guillemets, une programmation ciblée de ces contrôles et le fait de dire il y a certains sujets qui méritent qu'on y mette des moyens et d'autres sujets qui sont la correction d'erreurs, la correction d'anomalies mineures et qui ne nécessitent pas qu'on passe un temps infini dans les entreprises et qu'on soit intrusif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bâtit un examen de compta du bureau en s'appuyant sur ces fameux FEC. Ça n'est pas pour être plus intrusif, plus désagréable ou plus intrusif. C'est tout simplement pour arriver à faire des contrôles plus agiles, plus courts et plus ciblés. Donc ce n'est pas tout à fait l'écho que M. Casimir avait donné. Ce n'est pas une nouvelle modalité. Je dis ça parce qu'on lit des trucs absolument délirants dans la presse. Bon, nous, l'administration fiscale ne répond à rien parce que d'abord, un, elle n'a pas le temps de répondre, et deux, le secret fiscal nous empêche, dans la quasi-totalité des cas, de répondre à quoi que ce soit. Mais je voulais vous le partager avec vous. L'examen de comptabilité du bureau n'est pas un moyen nouveau d'aller lutter contre la fraude. L'examen de comptabilité du bureau est un moyen, à notre sens, de simplification du rapport de l'entreprise avec le contrôle fiscal. Voilà. Simplement, il faut qu'on s'approprie collectivement cet outil. Cet outil, on l'a mis en œuvre, je vous donne le chiffre, à peu près 2000 fois. Puis un an. Je vous donne aussi un autre chiffre, on fait 46 000 contrôles fiscaux externes. Vous voyez, 2046 000. Voilà. Notre volonté, c'est de développer cet outil. De le développer, pourquoi? Parce que pour l'entreprise, ça sera moins coûteux, en temps. Avoir le vérificateur sur place, il faut lui dédier quelqu'un, il faut... Bon. Et pour nous, c'est aussi moins coûteux. Voilà, c'est une question d'agilité. L'administration fiscale, entre prendre une voiture, faire le tour d'un département, aller à l'autre bout, voir une entreprise, c'est plus simple, peut-être, pour des sujets ciblés. Donc, ce que nous essayons de bâtir à travers tout ce qui vient d'être dit, c'est de différencier, entre guillemets, nos populations. Et de faire du contrôle fiscal un outil à plusieurs vitesses, à plusieurs gradations. Donc ça me permet de faire le lien avec l'autre sujet, la question des traitements informatisés du L47A2. Je vous donne le chiffre. L'administration fiscale met en œuvre le L47A2 dans moins de 8% de ses contrôles fiscaux externes. C'est pour vous relativiser le tout. Donc si elle le met dans moins de 8%, c'est parce que, d'abord, elle est en train de s'approprier elle aussi l'outil, mais parce que dans beaucoup de cas, son contrôle fiscal ne conduit pas à ça. Beaucoup de contrôle fiscal qui est fait est un contrôle fiscal de correction. Donc, oui, tout ce que vous avez dit est exact. Non, mais absolument exact au sens où il faut être doté des éléments, il faut avoir tous les outils qui sont là, mais l'administration fiscale avec l'informatique ne va pas changer la nature de ses contrôles. Elle s'adapte au crayon papier, et maintenant, c'est de l'informatique. Bon, voilà. Donc, c'était juste pour remettre ça dans le contexte. Parlons des logiciels de caisse. Alors, ce fameux texte adopté en 2015. D'où vient ce texte? D'une fraude massive à la TVA que l'administration fiscale a, entre guillemets, repéré dans certains domaines, ce qu'on appelait logiciels permissifs, et qui permettait à des entreprises d'effacer leurs encaissements. Bon. Ça a défrayé la chronique, il y a eu des reportages télé, il y a eu des condamnations pénales, il y a des dossiers encore en cours. Voilà. Donc face à ça, nous nous sommes dit, faisons de la prévention. Et c'est le sens du texte qui a été adopté en 2015. Ce texte adopté en 2015, il a été adopté au départ sur un scope très large. On a souhaité le recentrer justement pour montrer que nous n'étions pas dans une logique Big Brother, tout regarder, tout contrôler. On est dans une logique d'efficience au regard des problématiques de TVA. Et donc, ce texte a été resserré en mai dernier sur la problématique des assujettis non exo ou non auto-entrepreneurs lorsqu'ils s'adressent à des non-assujettis. C'est la relation assujetti-non assujetti. Pourquoi on raisonne comme ça? Parce que l'administration, sur les non-assujettis, n'a aucun moyen de contrôle. On ne peut pas aller contrôler tous les clients de tous les commerçants ou de toutes les entreprises. On n'a aucun moyen de contrôle des clients personnes physiques.
là aussi, j'ai lu des choses effrayantes. L'année 2018 sera une année de mise en place de ce dispositif. On ne va pas lâcher sur la France entière les chevaux fiscaux fous furieux de Bercy qui vont... c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de faire de la pédagogie et d'expliquer en amont à tout le monde que, voilà, on a adopté un nouveau texte, voilà le texte, vous en parlerez, vous poserez toutes les questions que vous avez à poser sur est-ce que je suis dans le texte ou est-ce que je ne suis pas. Je partage avec vous l'idée que c'est parfois un peu compliqué. On fait tout ce qu'on peut pour communiquer avec vous. On a mis en ligne une foire aux questions en 2017. On va circulariser avec tous les professionnels l'instruction, etc. L'idée, c'est que nous rentrions dans une logique vertueuse. Et je fais le lien avec ma société de confiance. L'administration fiscale, effectivement, préfère prévenir que guérir. Voilà. Donc, elle préfère avoir des entreprises qui se dotent de logiciels, entre guillemets, conformes, fiables, plutôt que de lancer des contrôles fiscaux sur des entreprises dont on se rendra compte, etc. C'est pour vous donner un état général. Donc, de mon point de vue, le contrôle fiscal informatisé et la succession logique, historique, économique, technique de l'évolution de la société française et des relations commerciales. On est en 2018, on n'est plus en 1982. Ce contrôle informatisé pose des questions techniques, mais ces questions techniques, elles sont sous le grand chapeau ou le grand parapluie protecteur du débat oral et contradictoire et des garanties du contribuable. Ça n'est pas plus, c'est différent. Ce contrôle informatisé devrait permettre un rapport avec les entreprises à terme plus souple. Je corrige peut-être une petite erreur de M. Casimir. Quand vous avez dit que dans l'examen de comptabilité, on demandait d'autres fichiers que les FEC. C'est dans la loi, mais en fait, la loi, elle va être explicitée par une instruction. En fait, c'est lorsque, comme on est dans une logique de non-présence dans l'entreprise, si l'entreprise veut, pour justifier une question, donner par voie dématérialisée de l'information, elle peut. Mais c'est pas elle doit, c'est elle peut. Et ça, on ne fera pas de traitement là-dessus. Je regrette qu'on ne tienne pas compte de la loi. On aurait pu éventuellement modifier la loi. Oui, non, mais écoutez, moi je maintiens que c'est dans la loi, oui, on va avoir une instruction administrative qui dira... je suis heureux de constater qu'une instruction administrative peut dire des choses différentes de la loi. Elle peut éclairer la loi. Ah, elle peut éclairer la loi. Non, mais vous avez pu constater qu'en ce qui me concerne, je faisais cette remarque pour le bien des entreprises, mais aussi pour le bien de l'administration. Parce que vous parlez de la société de confiance, et je crois que justement, dans le cas d'une société de confiance, il faut être deux. Donc c'était simplement ma remarque. Voilà. C'était pour... Non, mais puisqu'on en était à des précisions, c'était pour dire que non, l'examen de comptabilité n'a pas mis en place des obligations informatiques supérieures à celles du L47A2. Non. Ah, mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Bon, alors... La question, ce que tu me permets, la question, c'est peut-être, madame, c'est... J'ai bien compris. Parle dans le micro, sinon on ne va pas t'entendre. C'était spontané. C'est une remise spontanée du fichier, donc c'est veut, vous avez dit. Mais si le contribuable ne veut pas et que le vérificateur estime que la compta n'est pas assez... Il doit. Que se passe-t-il? Voilà, c'est ça le sujet. On revient à une situation de vérification de comptabilité classique? Oui, bien sûr. Si par exemple, je vais vous donner un exemple idiot, mais si c'est pour justifier des charges, si le contribuable dit moi j'ai un fichier qui permet de justifier ça, mais qu'il ne veut pas le donner, il donnera autre chose pour justifier ses charges. Des factures, du papier, il amènera une valise, il fera un chronopost, enfin il fera ce qu'il voudra. Un chronopost, il ne peut pas se déplacer. Non. Enfin, le vérificateur ne se déplace pas, plutôt. Alors, Madame Gabet, j'avais... Je me permettais de dire ça. Non, mais c'est parce que c'était pour pas... je ne voulais pas que vos auditeurs sortent de cette réunion en pensant qu'avec l'examen de compta, on voulait faire plus.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, J'ai dit simplement que... J'ai mal compris, hein, peut-être j'ai mal compris. Non, c'est pas possible c'est de votre part. Allez, c'est pas Jean-Pierre, possible. vas-y. Non, mais en réalité, et je l'ai dit, je pense que là, il pourrait y avoir, indépendamment, parce que mettre sur le dos de l'administration des instructions, etc., on aurait pu avoir éventuellement quelques éléments fournis par le législateur sur ce point. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Alors, sur la question de la construction de la loi et de la co-construction de la loi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le contrôle fiscal informatisé a été assez itératif et on a vu 2008, 2014, voilà, donc voilà, bon, avec notre législateur. Dernier point. Dernier point, oui. Après, j'ai une question à vous poser, c'est pour ça. Sur ce fameux Big Brother et data mining, parce que ça aussi, ça fait partie des choses que. Alors, l'administration fiscale a mis en place en 2014 une cellule, un service à Bercy, qui s'appelle Mission, Requête et Valorisation des données. Ce service, au départ, croisait des données de toutes les applications de la DGFiP, qui, effectivement, sont très nombreuses. Des applications cadastrales, ce qui est normal. Bon. Et a été autorisé par la CNIL en juillet dernier, en août dernier, de croiser les données des professionnels avec les données des particuliers. Nous n'en sommes pas encore à l'opération presse-bouton qui consiste, depuis un point central à Bercy, d'appuyer sur le bouton et d'avoir la notification de redressement. Ça n'est pas ça du tout. L'administration fiscale, qui est soucieuse des deniers publics, essaye de, j'allais dire, professionnaliser sa programmation et d'avoir une vision ciblée de ses contrôles et d'être capable de dire, voilà, tout ça, c'est de l'erreur, c'est des difficultés, c'est pas très compliqué, on va faire comme ça. Pour le reste, là, il y a des risques, il faut peut-être qu'on y aille. On n'est pas les premiers à faire ça. Hein. Moi, je suis allé en Grande-Bretagne. Alors, en Grande-Bretagne, c'est extraordinaire. À Manchester, il y a un centre, ils sont 500, et ils envoient à tous les services britanniques les listes de contrôle fiscal à faire. L'administration fiscale n'en est pas là. N'en est pas là. Elle essaie de voir si, dans sa programmation de contrôle fiscal, une partie pourra être faite de façon informatisée, en tout cas grâce aux données. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule à faire ça. Toutes les administrations publiques aujourd'hui sont sur la problématique du big data, Pôle emploi, etc., etc. C'est une valorisation et une utilisation de nos ressources plus efficiente. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Non, juste, oui, Jean-Pierre. Moi, je ne faisais qu'une constatation. C'était pas du tout. En réalité, c'est quand même la vraie révolution à terme, cette question. Voilà, mais c'était une constatation. Voilà, simplement. donc c'était pour. Oui, comme l'informatique est une révolution. Vous savez, la sélection des entreprises, on l'a connue pour ceux qui sont assez anciens, avec les feuillets roses au sein de l'administration fiscale. Ça a toujours existé. Hein. Oui, je n'ai pas connu ça, moi. Je vous donne le taux. Hein. Je vous donne un taux. Il y a 3 millions d'entreprises. On en vérifie 45 000 par an. Oui. C'est juste pour que vous ayez une... Alors, Madame Gabet, un peu plus avec les examens de comptabilité, justement. Deux points sur le même thème. On a bien compris, et merci pour ces précisions, parce que, entre guillemets, ça a pu rassurer ceux qui pensaient que, comme vous le disiez, au 1er janvier, vous alliez lancer dans la nature des centaines de contrôles pour vérifier si les caisses, ceci, cela. On en reparlera à l'occasion tout à l'heure quand on parlera de la fameuse charte, qui est un texte écrit. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Mais moi, j'avais une autre question à vous poser, c'est que, on me l'a passé, hein, je ne l'invente pas, mais comment allez-vous harmoniser les discours et les pratiques sur tout le territoire national? Parce qu'il semblerait que certaines DIRCOFI aient annoncé, là, en décembre 2017, que seules les caisses enregistreuses étaient concernées par le nouvel article 286, etc. Alors, il y a peut-être une mise en musique, là, peut-être à préciser. Je vous en prie. Oui, alors c'est ce dont nous discutions avant de rentrer dans cette salle, la notion de fonction caisse et caisse enregistreuse. Alors, sur ce sujet, les DIRCOFI vont regarder ce sujet lors des contrôles fiscaux qui vont avoir lieu là, en 2018. Donc, comment on monitore nos DIRCOFI du point de vue du service central? On réunit les directeurs une fois par trimestre. On les réunit là en janvier et on va harmoniser les pratiques
collectivement. Je l'ai dit, l'instruction, je regarde Marie, mais l'instruction, elle est quasiment en cours de rédaction, elle est quasiment terminée. On va la partager avec vous, et donc on pourra préciser tout ce qui devrait être précisé, pour préciser aussi la loi, qui n'est pas complètement précise souvent. Et puis, on a donné d'ores et déjà des consignes au service, comme le ministre s'y est engagé au banc là cette année, de faire preuve plus de pédagogie dans le contrôle de cette obligation sur les caisses, sur les logiciels de caisse, plutôt que de sanctions en 2018. Voilà. Alors, pour votre réunion des directeurs, je te passe tout de suite la parole, on peut vous livrer votre intervention pour que vous puissiez leur dire, voilà ce que j'ai dit devant tout le monde, experts comptables et autres, donc il faudra s'y tenir. J'ai juste une question très importante à poser à Madame Gabé. Ah, mais tout ce que tu dis est important. Non, mais toutes ces instructions, c'est une instruction. Est-ce qu'il va y avoir des éléments de cette instruction dans la charte du contribuable vérifié ? Parce que les instructions ne sont pas opposables à l'administration, à la différence de la charte. Alors, je pose une question idiote, sûrement. Non, c'est une bonne question. Ah bon, d'accord. Non, c'est une très bonne question. La question de la charte, je ne crois pas qu'on va modifier la charte, là. Pour des raisons qui tiennent presque autant à des questions techniques, que de... Bon, les instructions nous sont opposables. Hein. En matière de procédure ? Mais c'est pas en matière de procédure, mais on va... Allez, vous avez un quart d'heure là-dessus. On va être sur la Non. On va être sur la définition. Sur la définition, quand même. Bon, moi, je pense que l'administration, l'instruction, discuter avec vous, publier, poster, on s'engage. C'est une façon de s'engager, en tous les cas. Voilà. Si vous marquez juste un point, vous avez dit... concerter avec vous, ça c'est vraiment une chose qu'il faut souligner, parce que depuis 2014, vous avez accepté qu'on ait des échanges à travers le groupe de travail, que ce soit sur le FEC, que ce soit sur les caisses. Et ce que je voudrais dire à l'Assemblée, c'est que vos questions, même si toutes ne sont pas traitées aujourd'hui, sont reprises, synthétisées et présentées à l'administration fiscale lors de réunions qui se font pratiquement mensuellement. Donc ça amène, vous nous avez dit que vous alliez nous présenter le projet d'instruction pour donner notre point de vue et échanger, et on est rentré dans un cercle, entre guillemets, positif. Plutôt vertueux, moi, je trouve. Merci. Où, grâce à cette démarche, on peut arriver à faire préciser les choses, parce qu'on s'aperçoit que c'est souvent une problématique pratique. C'est-à-dire que de l'instruction, de la loi, jusqu'à l'instruction, jusqu'à la mise en œuvre dans les systèmes d'information, les particularités d'activité, la façon dont l'informatique est traitée d'une entreprise à une autre, d'un éditeur à un autre, il y a des variantes et c'est pour ça qu'on a besoin d'échanger. Donc je fais juste un appel au peuple, remontez-nous des questions avant ou après, il y aura les éléments pour ça, parce qu'on s'en sert pour dialoguer avec l'administration fiscale et préciser en fait ces points. Alors oui, et j'ajoute que nous avons aussi un contact avec le MEDEF, là, qui veut monter un groupe de travail pour suivre la mise en place du logiciel de caisse, mais encore une fois, le service du contrôle fiscal est là aussi pour recueillir vos questions, vos demandes de précision sur ces domaines qui sont relativement nouveaux. Et pour être complètement transparente avec vous, en interne aussi, à l'endroit de nos vérificateurs, nous mettons en œuvre beaucoup de pédagogie, beaucoup de groupes de travail et beaucoup de suivi pour que les vérificateurs soient aussi à niveau dans leur rapport avec les entreprises. Absolument, merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs que toutes les questions que vous posez ou que nos amis qui sont en webinaire nous posent, on y répondra, il faudra un peu de temps, et elles seront échangées avec l'administration de façon bien sûr totalement anonyme. Voilà. Écoutez, je vous remercie, madame, monsieur le professeur. Marc, tu restes là pour accueillir notre prochain invité. Merci beaucoup.